Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de sport mécanique mais avec de l'électricité. On va parler de Moto-E, on va faire le débrief de la deuxième course Moto-E, c'était le Grand Prix d'Andalousie. C'était de nouveau sur le circuit de Jerez de la Frontera, je m'excuse par avance des bruits que vous allez entendre par la fenêtre, mais tout simplement là si j'enregistre fenêtre fermée je vais tout simplement décéder avec la chaleur. Il fait un petit 33, un petit 34 là aujourd'hui, donc fait une bonne température. On va parler donc de la course de ce week-end. On va faire un débrief de tout ce qui s'est passé avec Di Meglio, avec Highgater, Torres, Casadei, Granado, enfin tous les pilotes qui se sont illustrés. On va essayer de faire une vidéo plus courte que d'habitude, bien entendu, parce que bon, ça, la Moto-E, c'est pas la discipline majeure des Grands Prix, même si c'est une discipline très intéressante. Et puis on va faire un résumé de tout ce qui s'est passé. Une course qui a été beaucoup plus animée que le week-end dernier, où ça avait été une procession la semaine dernière, même s'il y a eu la remontée un petit peu de Mike Di Meglio. Donc voilà, une course beaucoup plus animée, des accrochages, enfin voilà, du spectacle. Et c'est ça qu'on attendait dans cette catégorie. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, alors c'est surtout le bilan du Français de cette catégorie. Un seul Français cette année. L'année dernière, nous avions Randy Depuy et Kenny Forêt également présents dans cette catégorie. Cette année, il n'y a que Mike Di Meglio. Peut-être que dans la suite de la saison 2 de Français viendront le rejoindre si nous avons des pilotes qui ne sont pas assez performants. Du côté de Mike Di Meglio, week-end qui n'a pas été facile, c'est un peu l'inverse de son week-end de la première manche à Jerez. C'est-à-dire à Jerez, il avait plutôt été bon en essai et en course, enfermé dans l'épingle au premier ou deuxième tour, je ne sais plus. Et ça lui avait coûté énormément de place à ce moment-là et remonté. Là, ce week-end, en essai libre 1, 8e temps, mais à quand même 8 dixièmes du temps de Dominique Highgater. En essai libre 2, là il était plus loin. Mike Di Meglio, il n'a même pas participé à cette deuxième séance de FP2. Certainement à cause d'un problème technique. En e-pole, un pas excellent chrono avec simplement le 13e temps, en sachant que vu qu'il n'avait pas roulé en FP2, ça a forcément joué sur sa capacité à être performant en e-pole, parce que ce sont à peu près les mêmes horaires, c'est en après-midi. Par contre, en course, ça s'est bien mieux déroulé pour Mike Di Meglio, en rappelant quand même que sur l'e-pole, il est 13e, il y a simplement 15 temps, parce que Herrera et Marcon n'ont pas fait de chrono, qu'il était quand même à 1 seconde 3 de Dominique Highgater, ce qui est beaucoup. Par contre en course, il a été pas mauvais. Il prend la 7e place en profitant aussi des abandons devant lui, mais contrairement à d'autres pilotes, il est quand même régulier, on va dire, dans les premières positions du classement. Ce qui lui a manqué, c'est un peu de rythme, parce que on s'aperçoit qu'il finit vraiment juste derrière Tulovic. Mais il a perdu un peu de temps derrière Josh Hook. Enfin, Josh Hook était un peu plus lent que les autres, ce qui fait qu'il y a un écart qui s'est creusé à ce moment-là. Je pense que s'il avait été parti de moins loin, sur la grille de départ, il pouvait faire un top 5. C'était totalement dans ses cordes, parce qu'on s'aperçoit que son meilleur temps c'est une 48.3, ce qui est mieux qu'Alex De Angelis par exemple, qui était en une 48.4. Donc il avait vraiment la capacité d'aller chercher les pilotes de devant. Ça reste quand même un bon week-end, ça reste encore des points de prix. Alors certes, il se retrouve à 26 points de Dominique Highgater, mais c'est encore un championnat où il va y avoir encore quelques courses qui vont se dérouler, et il peut se passer encore des choses pour Mike Di Meglio. Et je rappelle surtout que ce championnat se terminera lors du Grand Prix de France au Mans, un circuit qu'il apprécie particulièrement bien, Mike Di Meglio, comme tous les Français qui aiment quand même pas mal le circuit du Mans, bien entendu. On passe aux autres pilotes au top. Premier pilote au top, c'est Dominique Highgater. Coup double
Coup double sur cette deuxième manche, c'est-à-dire victoire plus tête du championnat. Ne pas oublier qu'il a également, il nous a sorti un magnifique... non, il a évité la trick de peu, mais il fait quand même pole position plus première place en course. Le meilleur tour est pour Granado qui s'est fait percuter par Matteo Ferrari. Mais on reviendra sur cette affaire, sur cette sombre histoire de ce crash entre les deux pilotes, pardon. C'est vrai qu'il a coûté beaucoup à Granado. Sinon, Dominique Haggater, performant sur les deux premières séances libres, peut-être un peu plus à l'aise le matin que l'après-midi avec une 48.024 et une 48.4 en FP2. On s'aperçoit que son temps de pole par contre est bien meilleur, une 48.1 avec 2 dixièmes et demi d'avance sur Ferrari, ce qui est quand même assez important comme écart déjà en moto, mais encore plus dans une catégorie comme ça où ça se joue sur quelques détails quand même ce genre de qualification. Dominique Haggater s'est tout de suite bien senti dans cette moto ce qui n'est pas forcément hyper surprenant. C'est une voiture qui n'est pas facile, c'est une moto qui n'est pas facile à maîtriser. La Moto E, machine lourde avec pas mal de puissance, mais c'est une puissance qui est assez en termes de chevaux assez similaire à ce qu'il avait en Moto 2 l'année dernière avec le moteur Triumph. Et puis faut rappeler quand même qu'il était sur la MV Agusta qui est un châssis tubulaire, donc pas facile, et la moto était assez brutale, la MV Agusta, donc j'ai envie de dire qu'il avait quand même des habitudes avec une machine pas facile à la réaccélération. Il sait déjà comment faire par rapport à d'autres pilotes. Ça reste aussi un pilote qui vient d'une catégorie où il est beaucoup, donc il a encore pas mal de rythme, Dominique Haggater, par rapport à d'autres pilotes qui sont un peu moins présents en vitesse, par exemple De Angelis ou Canepa, qui sont des pilotes qui sont un peu moins présents. C'est sûr que par rapport à Haggater, Tulovic ou Cardelus, qui parfois courent également en CEV, mais surtout ont été l'année dernière en championnat du monde en Moto 2, c'est un peu plus difficile pour des pilotes comme ça. Donc lui, il a le rythme, il connaît ce type de puissance, c'est un pilote qui a du talent, ça c'est clair et net. Dominique Haggater, donc voilà, tout va bien en ce moment pour le pilote allemand, le pilote suisse, pardon, Dominique Haggater. On espère que ça se poursuive pour lui, parce que il se retrouve en tête du championnat, mais dans cette catégorie-là, quand vous êtes en tête du championnat, souvent après vous avez la poisse. Demandez ça à Niki Tully. Par exemple, c'est compliqué quand on est en tête de championnat Moto E de continuer à performer ensuite derrière. On termine par ces pilotes au top avec Jordi Torres. Jordi Torres, très bon week-end du pilote espagnol, surtout. Il n'avait pas un énorme rythme, Jordi Torres, pas un rythme largement au-dessus par exemple de Mike Di Meglio, mais il a toujours fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Parce qu'en FP1, Jordi Torres il est 5e, en FP2, Torres il est beaucoup plus loin, il est 13e simplement, une 49.4, mais il a pris beaucoup d'informations pour la course à ce moment-là. En e-pole, il est 5e, c'est pas mal, c'est une bonne place sur la grille de départ, mais a quand même 5 dixièmes de Haggater, donc techniquement il ne pouvait pas aller chercher Haggater. Après, il a eu de la chance déjà, c'est qu'il y a des pilotes qui sont tombés, il est resté calme, c'est ce qu'il a dit lors de son interview d'après-course, que son objectif c'était de rester très très calme et de voir un petit peu qui s'embrouillait les uns avec les autres, parce qu'il pensait qu'il y allait avoir des chutes, ce qui a été très intelligent de sa part. Il profite de la chute de Granado et de Matteo Ferrari, il profite également des problèmes par exemple de Medina. Enfin, ça lui a permis à chaque fois de gagner des positions, et au final il se retrouve deuxième, alors certes à 2 secondes 6 de Haggater. Il ne pouvait pas aller le chercher, mais par rapport à son niveau de performance, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux, et c'est plutôt bien ce qu'il a fait avec ce niveau de performance là, c'est-à-dire deuxième. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Il finit bien parce que il avait vraiment un bon rythme en fin de course. C'est l'un des rares pilotes qui est passé en dessous des 48. C'est-à-dire que trois pilotes sont passés en dessous des 48. Il y a Granado, Haggater et Torres. Donc autant dire qu'il mérite quand même ce podium. Le pilote espagnol. Et c'est un pilote qui est très intelligent. Et on espère qu'il va réussir à bien gérer son championnat. Et pourquoi pas en fin de saison pouvoir jouer le titre. Surtout que c'est un pilote qui a quand même un petit peu d'expérience. Jordi Torres, lui qui court chez Ponce.
parce que je crois me rappeler qu'il a... Alors j'ai pas la carrière en tête comme ça, Jordi Torres, je suis en train d'ouvrir Wikipédia. Jordi Torres, oui, il a roulé beaucoup, il a surtout fait du Superbike, Jordi Torres. Mais ça reste un pilote qui a également, voilà, il a fait de la Moto 2. Oui, c'est vrai. Il a quand même plusieurs saisons de Moto 2 chez Suter. Et aussi chez Promo Harris. Il avait fait une course chez Suter, c'est surtout là où il a été assez régulier chez Suter dans sa carrière. Pas de grands résultats en Moto 2, à part une 3e place et une victoire, c'était en 2013. Mais ça reste un pilote qui a la connaissance aussi de ce type de machine et de ce type de puissance. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Matteo Ferrari parce que Matteo Ferrari, normalement, il aurait dû être sur le podium, Matteo Ferrari, et puis il en a trop fait. Il en a trop fait malgré un bon week-end, FP1, FP2, c'était bien, 4 et 2, en e-pole il est 2, et puis en course, patatras, cette manœuvre sur Granado qui ne pouvait absolument pas passer à l'épingle, il a freiné beaucoup trop tard, la moto est totalement en travers, il percute Granado, ça c'est je dirais un petit peu impardonnable pour un pilote de ce type, même si ce sont des machines compliquées, même si bien entendu il y a la ferveur un petit peu de la course qui fait que des fois on veut dépasser un petit peu ses limites. Là, la manœuvre était quand même impossible. Il y a eu de la chance de ne toucher que Granado, même de ne pas toucher Torres. Mais la manœuvre, vraiment, il part de trop loin et ça ne peut pas marcher. Et c'est vraiment très dangereux ce qui nous a fait Ferrari. Ensuite, il repart pas et c'est un 0 pointé. C'est un 0 pointé pour un pilote qui avec une 48.4 aurait fait 3 ou 4 de la course, ce qui était totalement un bon résultat pour lui, parce que Ferrari, avec cette performance-là et son premier Grand Prix, ça le mettait ça le mettait au niveau de Jordi Torres, donc 2e du championnat. Là, au final, il se retrouve bien plus loin, 6e, avec quasiment une course de retard, donc c'est vraiment pas un bon résultat pour le pilote italien et un peu trop excité, le pilote italien Matteo Ferrari. Et bon, c'est un pilote c'est dommage quoi, parce qu'il y avait vraiment une capacité de faire beaucoup mieux pour Matteo Ferrari. Et là, c'est bête pour le champion en titre de faire cette erreur-là à ce moment-là de la saison. On finit avec Xavier Siméon. Week-end vraiment... depuis le début de saison, c'est assez étonnant, Xavier Siméon. C'est-à-dire, parfois, il est plutôt bien. Sur certaines séances, il arrive à être performant. Il avait plutôt fait une bonne première e-pole. Et puis, derrière, c'est compliqué en course. Il perd souvent des positions, Xavier Siméon. Et ça a été difficile pendant toute la course, je trouve, et ça avait déjà été difficile lors de la première course également. Peut-être un problème de gestion de pneus, peut-être tout simplement un problème de rythme, parce que là je vois tout simplement Siméon il fait 9, mais avec une 48.409, non, il avait plutôt un bon rythme, il le fait au 2e tour, donc peut-être un problème dans la gestion des pneus, parce que c'est vrai que il se fait dépasser par Mike Di Meglio, il se fait dépasser par beaucoup de monde. Et sans réussir à réagir, c'est un petit peu décevant du côté de Xavier Siméon, sans réussir à réagir, à modifier ce souci-là. Donc c'est un peu dommageable du côté de Xavier Siméon, qui est quand même un pilote d'expérience, pilote MotoGP, pilote également en Moto 2. Alors beaucoup de saisons en Moto 2, pas toujours au top, mais c'est quand même un pilote qui a beaucoup d'expérience. Et là c'est un peu dommageable, qui déjà l'année dernière elle avait un peu des soucis au niveau de son rythme de course, et là c'est vrai que c'est vraiment pas top pour lui, donc on attend mieux de la part du pilote belge. On passe au classement rapidement, vous l'avez à l'écran, donc Dominique Haygeter en tête avec 41 points, devant Jordi Torres 30 points, déjà 11 points d'écart. On retrouve ensuite Eric Granado, Mattia Casadei, Lukas Tulovic avec 23 points, 2e débutant. Puis ensuite Matteo Ferrari, Mike Di Meglio avec 15 points, Joshua Hook, Xavier Siméon, Nicolo
Canepa. Niki Tully n'a que 5 points et c'est pas sûr qu'on le revoie tout de suite. Niki Tully, vu sa blessure et vu sa chute, c'est assez habituel chez lui. Puis Alex De Angelis, 13e simplement. Et Jakub Kornfeld, 4 points, 6e devant Marcon et Zakone. Mais ça va peut-être pas rester comme cela pendant toute la saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour faire le débrief, encore d'autres débriefs, les audiences, et puis bien entendu pour parler F1 et F2, F3 qui vont du côté de Silverstone cette semaine. Allez, ciao ciao sur la Mérique Production.